Merci de rester avec nous sur Ecofin Télévision dans le cadre de cette émission Décrypte Éco. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Dans le cadre de cette émission Décrypte Éco, cette émission hebdomadaire, votre émission hebdomadaire dédiée à l'analyse et critique, n'est-ce pas, et au débat éclairé des événements et l'actualité économique de la semaine. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission aujourd'hui pour décrypter les grandes actualités économiques à travers la République démocratique du Congo, mais aussi à travers la ville de Kinshasa. Et pour cela, nous recevons des invités sur ces plateaux pour décrypter avec eux toutes ces questions relatives à l'actualité économique à travers le pays. Il s'agit bien évidemment de M. Albert Usochika Balekelainanke. Il est donc économiste de formation, mais aussi ministre honoraire du budget de la province du Kasaï central avant le démembrement. M. Albert Usochika Balekelainanke, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. John. Alors, je reçois aussi le président de l'association des consommateurs de produits vivriers, lui c'est M. Patrice Moussokombouyi, avec qui nous allons également rester autour de cette table pour décrypter l'actualité économique à travers le pays. M. Patrice Moussoko, bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, c'est avec ces deux invités que nous allons tourner autour de certains sujets d'actualité. C'est bien évidemment avec eux nous allons aborder au cours de cette émission la stabilité du taux d'échange sur le marché, à qui profite cette stabilité, à qui profite cette situation. Alors, nous allons également aborder au cours de cette émission ces accords de partenariat global et économique signés entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Beaucoup à dire à travers ces accords, n'est-ce pas, qui mettent déjà la République démocratique du Congo au cœur, n'est-ce pas, à travers une place de choix, n'est-ce pas, à travers le monde. Alors, je vais commencer avec M. Albert Usochika Balekelainanke. La stabilité du taux d'échange sur le marché, à qui profite cette situation? Vous avez remarqué avec nous cette stabilité depuis le mois d'octobre 2025, même avant les festivités, et cette situation, cette stabilité qui jusque-là est en train de perdurer jusqu'au mois de février. Comment quelle lecture que vous faites, vous, en tant qu'économiste? Monsieur John, la stabilité économique en termes de la parité dollar américain-franc congolais que nous observons depuis le mois d'octobre a pour premier bénéficiaire d'abord les consommateurs congolais. Parce que lorsque le taux d'échange est stable, ça permet aux ménages et donc aux consommateurs de faire leur calcul économique, de programmer les dépenses par rapport à leurs revenus. Okay. Et ça augmente leur pouvoir d'achat parce que hier, avec la même quantité de la monnaie, on pouvait acquérir peu de produits et aujourd'hui, avec la même quantité de la monnaie, la quantité de produits à acquérir ou des services a augmenté. Et donc, ça profite aux consommateurs sur le plan de ce prix-là. Ça profite aussi même aux commerçants ou bien aux opérateurs économiques par le fait que même si leur prix était indexé, mais à un moment donné, ils avaient des problèmes d'avoir vendu aujourd'hui en francs congolais. Et il se met à aller chercher les dollars pour aller acheter à l'extérieur parce qu'il ne part pas avec le franc congolais. Il peut y avoir des problèmes. Il a vendu à $1,2800 et que demain, il va aller acheter les dollars à 2,900. Ça pose problème. Ça pose des problèmes. Et ces calculs, la marge bénéficiaire qu'il avait escompté ne va pas être atteinte. Donc, je crois que ça profite et aux opérateurs économiques, mais au premier plan pour moi, c'est pour les consommateurs. Donc, vous voulez dire que cette stabilité du taux d'échange sur le marché, le premier bénéficiaire, c'est le panier de la ménagère. En effet,
C'est d'abord le consommateur, le ménage, parce que l'agent économique qui doit dominer dans tous les pays, d'abord c'est le ménage. Après le ménage, vous avez les producteurs, etc. Mais parce que les gens économiques qui consomment, parce que le producteur sans consommateur, vous n'allez pas exister. On dit aujourd'hui que l'agent économique dominant de l'ordre économique s'appelle le consommateur. C'est pour ça même qu'on dit que le client est roi. Parce qu'il ne consomme pas, vous n'allez pas vendre. Il doit consommer, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, on ne peut vendre que ce qui se trouve dans l'esprit du consommateur. Si vous avez dans un milieu où les gens ne consomment pas tel produit, vous partez mettre votre magasin un point de vente de ces produits-là, vous perdrez le temps. Vous allez payer les loyers, vous allez payer les travailleurs qui sont là-bas, mais vous ne vendrez pas parce que le consommateur n'a pas consommé. Et donc celui qui fait vivre les producteurs, c'est d'abord les consommateurs. Très bien. Et surtout que nous avons le président des consommateurs sur ces plateaux. Alors on garde le même salaire, on garde les mêmes montants qu'on pouvait percevoir à la fin du mois comme travailleur, mais la quantité, n'est-ce pas, de produits pouvant permettre la survie de la famille augmente par rapport à cette stabilité. Vous savez que nous avons une différence entre le salaire nominal et le salaire réel. Le salaire nominal, c'est ce que vous gagnez à la fin du mois. On vous dit que vous gagnez 1 million de francs congolais. Ça, c'est votre salaire nominal. Mais le salaire réel, mais c'est 1 million de francs congolais me permettent à faire quoi? Exactement. Je vais acheter quoi en termes de biens? Je vais acheter quoi en termes de services? La quantité de biens et de services que votre salaire vous permet d'acquérir donne lieu à ce que nous appelons le salaire réel. Ça signifie, c'est ça, la capacité de votre salaire à vous procurer des biens ou des services. On appelle ça communément le pouvoir d'achat. Donc, lorsque on améliore ce pouvoir d'achat, parce que les prix sont souvent indexés pour ce qui est de l'aide, c'est parce que nous avons une économie sur le plan de consommation extravertie. Nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur à 99%. Imaginez-vous que nous, le riz, le manioc, tout vient de l'extérieur. Vraiment à 99%. Alors que hier, la RDC était en Afrique, premier, deuxième producteur vraiment là où il était en retard, c'est cinquième. Justement. Jamais sixième. Et puis ça s'est arrêté à un certain temps. Ça s'est arrêté à un certain moment. Et maintenant, nous sommes en train de chercher dans quelle mesure, parce que nous allons y arriver dans l'émission, comment il faut qu'on revienne, nous puissions récupérer la place que nous avions sur l'échiquier africain et aussi sur l'échiquier mondial. Non seulement dans le secteur minier, mais aussi à travers l'agriculture. Alors, Monsieur Patrice Moussokomboui, président des consommateurs de produits vivriers, vous avez suivi Monsieur Albert tout à l'heure, qui, selon lui, ce sont les consommateurs qui sont les premiers bénéficiaires de cet état des choses, de cette stabilité du taux d'échange sur le marché, et surtout que vous-même, vous êtes président d'une grande association des consommateurs. Je partage avec lui les mêmes avis, mais je dirais que cela ne résout pas tous les problèmes. Parce que je sais que le gouvernement, de son côté, a fait des efforts considérables. Nous pouvons prendre le cas de mise en place des forêts, donc fonds de régulation économique, qui a été créé depuis 2008 et qu'on a essayé de mettre en place maintenant. Ce fonds qui a pour mission la surveillance des marchés, la stabilité des prix et la protection du pouvoir d'achat du consommateur. De l'autre côté, il y a le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, qui a essayé de mettre en place des applications, des chatbots, notamment en ce qui concerne Talo, c'est-à-dire une application qui vous permet de surveiller les prix sur le marché. Et l'autre application, c'est pour les plaintes. Justement. Donc, l'OBA. L'OBA, c'est en lingala. Exactement. Donc, si un consommateur a des plaintes à formuler vis-à-vis d'un produit ou bien d'un service, il peut directement entrer dans cette application et s'exprimer. Exactement. Bien que ça sera lancé officiellement à la fin de ce mois de février. Mais cela ne résout pas tous les problèmes. Pourquoi? Parce que nous prenons par exemple le cas des transports. Les cas des transports.
Donc, l'État, de son côté, exige que les automobilistes, ceux qui roulent sur la route, puissent avoir tous les documents. Mais maintenant, de leur côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant des demi-terrains. Là où il y a 1000 francs qu'il faut payer par un trajet, maintenant il faut payer 1500. 1500 ou 2000 parfois. Oui, là où il faut payer peut-être 2000 francs, ils mettent 3000 francs. Et il faut aussi ce qu'on appelle des demi-terrains. Et cela est tenté d'affixer aussi les consommateurs de ce côté-là. Donc, d'autre part, nous avons la stabilité des taux d'échange qui arrange presque tout le monde, les consommateurs et les opérateurs économiques. D'autre part, ça crée aussi d'autres problèmes que l'État doit veiller, tels que la hausse des prix des coûts de transport et les demi-terrains. Alors, vous l'avez dit, en dehors de cette stabilité, oui. Vous demandez, vous sollicitez le mécanisme de suivi. De suivi. Ok, voilà. C'est ça. Il faut qu'il y ait un mécanisme de suivi. Parce que l'État ne doit pas se contenter simplement de voir les chiffres. Les taux de change, c'est combien entre la monnaie locale par rapport aux devises étrangères, tout ça. Mais il faut vraiment suivre les choses sur le terrain. Monsieur Patrice, vous avez suivi avec nous certaines mesures qui ont été prises par la Banque centrale oui. Et aussi le ministère de l'économie nationale au niveau de ce que nous appelons le cambiste aujourd'hui à travers toute le riz et ainsi de suite. Ces mesures ne sont jamais respectées, c'était notamment au niveau de l'affichage du taux de change. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas applicables. Là, c'est les côtés négatifs. Les côtés négatifs. Donc, l'État, chaque fois quand il prend une décision, il faut qu'il y ait des mesures de suivi. C'est-à-dire, les gens doivent être sur le terrain. Et les gens qui sont mis sur les terrains, comme des inspecteurs économiques, doivent aussi être honnêtes. Parce qu'en allant là-bas, il y a aussi risque d'être corrompus sans pour autant accomplir totalement leur mission. En tant que président de consommateurs, cette question également va revenir à M. Albert Aousochika. Oui. Est-ce qu'il y a eu des paramètres qui ont concouru, bien évidemment, à cette stabilité du taux de change sur le marché? Ah oui, notamment, je pouvais dire ce que, comme vous venez de dire, la Banque centrale a fait qu'on puisse respecter, surtout du côté cambiste, de respecter les taux officiels et de ne pas afficher ça au vu de tout le monde. Donc, et les cambistes doivent avoir tous les documents administratifs pour qu'ils puissent exercer. Ils affichent toujours. Oui, ils affichent toujours, et puis, oui. Voilà. Ils passent en outre. Donc, il faut une continuité, un suivi sur le terrain, et ça peut bien arranger les choses. Alors, M. Albert Aousochika, à part cet aspect des choses, il y a certains paramètres économiques, gouvernementaux qui ont fait à ce que ces taux soient stables jusqu'à ce jour. Vous savez que nous avons aujourd'hui l'État, nous ne sommes plus à l'époque de l'État gendarme, hein. Nous sommes dans l'époque de l'État régulateur de l'ordre économique. Nous ne sommes pas à l'époque de l'État de l'économie d'Adam Smith et ses disciples qui considéraient les interventions de l'État dans les domaines économiques comme une perturbation de l'ordre économique, où l'État était réduit au rôle de sécurité, assurer la sécurité, la diplomatie. Il s'est limité à ça. Et à l'époque, on pensait à la main invisible, donc à l'autorégulation du marché. Il y avait une main invisible qui pouvait. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet état-là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'état d'économie où l'État est régulateur de l'ordre économique. C'est pourquoi vous avez suivi le président des consommateurs dire nous voudrons que l'État puisse veiller au respect des mesures prises et puis des prix. C'est ça le problème. Nous n'avons pas de stabilité. Nous avons dit qu'elle profite aux consommateurs et même aux opérateurs économiques, bref, à l'État, à toute la République. Mais il faut que cette stabilité soit durable. Nous sommes en train de franchir presque bientôt le 6e mois.
Même si au début, ça n'avait pas, la baisse des prix, ça n'était pas suivi immédiatement. Parce que les gens croyaient que c'était éphémère. Justement. La semaine prochaine, ça va remonter. Maintenant que ça persiste, mais je crois qu'il y a de quoi remercier, il y a de quoi féliciter le ministère de l'économie, le ministère de la Banque centrale, qui ont fait en sorte qu'ils puissent maintenir le pied sur l'accélérateur. Alors, vous voyez que la Banque centrale a appuyé les banques commerciales en mettant à les dispositions les dollars mensuellement, et elle a respecté jusqu'aujourd'hui à mettre le même montant par mois pour que la Banque centrale puisse réacheter sa propre monnaie. Très bien. Les francs congolais, il achète sa propre monnaie et diminuer par le fait même sa masse sur le marché. Parce que lorsque vous avez une grande somme, une grande masse monétaire en circulation par rapport au volume d'activité économique, la vitesse de circulation de la monnaie va s'accélérer. Et c'est ça même qui crée les dépréciations et par la suite la dévaluation de la monnaie. Donc la vitesse de circulation de la monnaie va accélérer. La vitesse de circulation entendue comme le nombre de fois en moyenne qu'un billet passe d'une main à l'autre. Parce que lorsque la monnaie n'est pas stable, lorsque la monnaie n'a pas une certaine stabilité par rapport à une quelconque devise, comme chez nous par rapport au dollar que nous prenons comme une monnaie forte, beaucoup utilisée, personne ne veut plus en détenir pour longtemps. Et par conséquent, lorsque vous avez l'argent, vous cherchez comment vous débarrasser. De ça. Autant Très acheter rapidement. les biens, ça part, moi je ne veux pas, sinon, maintenant là c'est encore 100%, 80% de valeur, demain ça sera 50%, je préfère me débarrasser. Et à ce moment-là, personne ne désire plus garder la monnaie nationale, comme les francs congolais. Il désire les garder, il veut se dessaisir de ça et chercher maintenant à garder les dollars. Et c'est ça, là nous tombons dans la théorie de Gresham qui dit que lorsque dans une économie il circule des monnaies, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ça veut dire chasse la bonne de la circulation parce que la mauvaise monnaie ne va plus jouer le rôle des réserves de valeur. Il ne va pas jouer. Maintenant, les gens veulent avoir la monnaie qu'ils jugent stable pour qu'ils puissent garder leurs économies. Et donc, pour épargner. Parce que si vous épargnez dans une monnaie faible, notamment les francs congolais, vous allez construire ce qu'on appelle la désépargne. Parce que demain, aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat, les 10 millions que vous aviez en compte valaient, par exemple, 5 000 $. Et que demain, ça devient 3 000 $. Ça devient 1 000 $, vous avez perdu. En voulant économiser, vous avez perdu. Donc c'est pour ça que nous disons que la Banque centrale met à la disposition des banques commerciales régulièrement, et je souhaite qu'ils vont continuer cette politique-là. Donc vous plaidez pour la pérennisation. La pérennisation. Sans pérennisation, le mot stabilité va tomber. Il faut, quand on dit stable, c'est que pendant une certaine période, les choses sont restées les mêmes. C'est ça la stabilité. Sinon, ça va être un phénomène éphémère et spontané qui va aussi partir comme ça. Non, stable, ça doit être durable dans le temps, pendant une certaine période. Bientôt, nous franchissons le 6e mois. 6e mois déjà. Et je crois que ceux qui étaient un peu têtus ont commencé aussi à baisser. Ils ont déjà même baissé, même s'ils n'ont pas... La chute des prix n'a pas été proportionnelle à la chute des taux des dollars. Je crois qu'ils ont quand même baissé. Alors, si la Banque mondiale, la Banque centrale, excusez-moi, continue sur cette lancée, je crois que nous pouvons même, d'ici le mois de juin, nous retrouver à 1880 ou bien 160 pour $1 américain. Nous pouvons baisser, c'est possible. Mais c'est question que les gens qui sont chargés de faire le suivi de ces mesures que la Banque centrale, le ministère de l'économie, bref, le gouvernement est en train de prendre, doivent être rigoureux. Doivent être rigoureux et doivent suivre à la lettre ce qui se passe.
Mais par exemple, le problème des taux d'échange, mais j'appelle les gens cambistes. Cambistes, ce n'est pas un type libre. Les gens qui font les cambistes doivent être des maisons agréées par la Banque centrale. Ce qui n'est pas Vous le cas. ne pouvez pas utiliser la monnaie, vous ne pouvez pas utiliser l'argent ou la monnaie qui est mise en circulation par une loi. N'importe quel citoyen, il prend là, il sort sa table, il met là-bas, il commence à faire comme il veut. De grandes sommes Non, ça doit être suivi par la Banque centrale. On doit être agréé. Ce sont des commissionnaires de la Banque centrale qui lui permettent de réacheter sa monnaie pour récupérer sa monnaie qui est en circulation. Ça ne doit pas être n'importe qui. Parce que nous voudrions que de ce côté-là, que les mesures soient de stricte application. Tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme sous d'autres cieux. Vous ne pouvez pas vous promener ou avoir le gros billet. Comme ici chez nous, 20 000 francs, 10 000 francs, parfois 5 000 francs. Vous voyez, en grande quantité. Ces billets-là, on les appelle les billets des banques. Les billets des banques. On ne les appelle pas billets des poches. Ce sont les billets des banques. Pourquoi nous nous promenons avec 20 000 francs? C'est parce que tellement que les 20 000 francs représentent absolument 8 dollars et que quelqu'un ailleurs peut sauter avec 10 dollars, on prend ces billets, on met en poche. Mais si on essaie de valoriser la monnaie comme on est en train de le faire, ça remonte encore. Nous allons rentrer aux 100 francs abandonnés. Nous allons rentrer aux 50 francs abandonnés. 10 francs. Et à ce moment-là, et 20 francs. À ce moment-là, les 20 dollars, les 20 000 francs vont rester en banque. On ne va plus se promener avec. Ça s'appelle billets de banque. Ce ne sont pas les billets qu'on se promène avec. Ce sont les billets qui sont logés en banque. On ne peut pas se promener avec les gros billets comme ça. Vous savez, un autre problème, là nous demandons au ministère de l'économie nationale et même des finances à travers la Banque centrale, ils doivent veiller qu'on puisse arriver aussi à procéder à ce que nous appelons la dédollarisation de l'économie. Ça signifie, les dollars, oui, mais on ne peut pas acheter avec les dollars n'importe quoi au restaurant, on ne peut pas acheter avec les dollars n'importe quoi au marché. Il y a des pays où quand vous arrivez, vous ne pouvez rien acheter avec les dollars. Vous devez acheter la monnaie locale de ce pays-là, et c'est cette monnaie qui vous permet d'aller faire les achats. Ici, chez nous, vous arrivez dans les restaurants, on vous fixe même les prix en dollars. C'est une rébellion. Il n'y a pas que la rébellion de l'Est. Aussi, il y a une rébellion économique. C'est comme le président des consommateurs venait de le dire, que les transporteurs ils fixent les prix comme ils veulent. Non, le prix des transports est fixé d'autorité, pas l'autorité urbaine. Le transport en commun, le prix est fixé d'autorité. Nous demandons à cette autorité qui fixe de veiller à ce qu'on puisse respecter sa décision. Très bien. Monsieur Albert, je reviens à vous. Président Patrice, oui. Est-ce que cette stabilité du taux d'échange a eu de l'impact sur le produit vivrier? Voilà, vous, en tant que président de consommateurs, comme M. Albert l'a dit tout à l'heure, oui. Tous nous sommes sous votre charge. Oui, je dirais oui, parce que ce que les consommateurs achètent maintenant dans les marchés, les prix est, comme on est en train de dire, relativement stable. Donc, ce qu'il faut faire pour le moment, comme notre honorable, si je peux dire comme ça, ce qu'il vient de dire, donc, dans une monnaie, il y a les montants là, c'est ce qu'on appelle la valeur nominale. Il y a aussi la valeur réelle. Mais il y a d'autre part, il y a un troisième élément qu'on pouvait dire, la confiance du consommateur. Donc, il faudra sensibiliser les consommateurs pour que les consommateurs puissent avoir confiance à leur monnaie. Avoir confiance à leur monnaie, les consommateurs aussi doivent bien conserver les billets. Il faut voir les billets des banques actuellement, comment c'est conservé. Il y a certains qui mettent, qui essayent de froisser les billets, de mettre les billets avec, je ne sais pas, avec des braises et tout ça. Avec l'huile. Avec l'huile, tout ça. Un billet de banque doit être bien gardé, c'est-à-dire les consommateurs doivent avoir confiance à la monnaie nationale. Ah, très bien. Alors, c'est dans le cadre de cette émission Décrypte Éco que nous recevons ces deux figures sur ces plateaux, Albert Osotchi-Kabale qui l'a énanké, ainsi que Patrice Moussoko Mbouyi, qui est le président de l'ASCOVI
à travers la République démocratique du Congo. Alors, pour vous, comme M. Albert l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser cette action, cette stabilité sur terrain? Premièrement, il faut le suivi. Deuxièmement, il faut encourager la production locale, parce que c'est la production locale qui fera qu'il y ait stabilité réelle. Donc la production locale, c'est-à-dire il faut que les paysans continuent à produire davantage, surtout des produits vivriers tels que le maïs, les soja, tout ce qu'on produit, les maniocs, les piments, l'huile, tout ça. Donc il faudra encourager nos mamans, les paysans et les paysannes à redoubler les efforts dans ce sens-là, à augmenter la production locale pour ne pas toujours dépendre de l'importation. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous n'êtes pas entré en profondeur. Les inspecteurs économiques, je ne sais pas si ces mécanismes existent encore, comme c'était à l'époque. On voyait les inspecteurs de l'hygiène publique passer de porte à porte pour essayer de voir la propriété, ainsi de suite. Bien évidemment, leur travail sur terrain n'a pas vraiment de l'impact parce que vit cette stabilité, mais il y a quand même certains abus qui continuent à être faits par les opérateurs économiques. Ce que vous dites est vrai. Maintenant, pour le moment, l'État a mis en place ce qu'on appelle COMCO, donc Commission de la concurrence. Dans l'État, c'était CONAC, Commission nationale de la concurrence. Pour le moment, nous avons une commission de la concurrence. C'est à cette commission-là qui a pour rôle de voir comment, de surveiller un peu le comportement des opérateurs économiques. Très bien. Donc, c'est à eux de faire un effort de surveillance et de mettre en application tout ce que l'État vote comme loi et la mise en application de ces lois-là. Merci, M. Patrice Moussoko. Alors, M. Albert, pour clôturer, je reviens vers vous pour clôturer ces sujets, aborder les deuxièmes sujets d'actualité de la semaine. Vous avez salué, bien évidemment, cette stabilité. Vous aussi, en tant que consommateur, vous l'avez dit, avec cet impact positif sur le panier de la ménagère. Et qu'est-ce que vous demandez, n'est-ce pas, au ministère de l'économie nationale, à la grande institution financière, la Banque centrale, par rapport à cette stabilité? Déjà, au mois de février, il faut que cette stabilité soit pérennisée, peut-être jusqu'au mois de juin, vous l'avez dit, pourquoi pas décembre 2026. Vous savez que le ministère de l'économie, ils ont des indices qu'ils utilisent pour mesurer la stabilité économique sur le marché. Et ils ont ce que nous appelons la structure des prix, où les opérateurs économiques sont strictement obligés d'abord d'afficher les prix des biens dans leurs magasins. Ce qui n'est pas le cas pour certains. Et à monnaie nationale, ils doivent afficher les prix des biens. Et le ministère de l'économie, à travers son secrétaire général, ils ont des agents qui passent pour vérifier si la structure des prix est respectée. Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie pour voir votre prix de revient. Ça signifie si vous avez acheté à l'extérieur jusqu'à ce que vous arriviez avec les marchandises mises au magasin, et que on regarde quel est votre prix de revient et quel est le prix de vente pour mesurer la marge bénéficiaire. Et si vous êtes allé au-delà de la marge bénéficiaire autorisée, on va vous interpeller. Vous êtes en train de fixer des prix abusifs. C'est ça, ils doivent veiller à ça. Ces gens qui contrôlent la structure des prix doivent être... ils doivent se sentir d'abord dans le pot des consommateurs avant de se sentir dans le pot d'agents de l'État. Ils sont consommateurs parce qu'eux aussi consomment. Ils sont agents de l'État et ils représentent l'État. Ils doivent aider l'État à faire appliquer ces mesures, à faire le suivi de ces mesures. Et les mesures de l'État, nous avons dit que nous avons affaire à l'État provident. C'est l'État qui protège. L'État prend ces mesures en faveur de sa population. Qui nous sommes? Nous tous, de ses bénéficiaires. En faveur de sa population. Qui nous sommes? Les bénéficiaires de toutes les mesures que l'État prend sur ce plan, c'est nous, ses habitants, nous, sa population. Nous, donc, les consommateurs. Il prend ça en faveur de nous.
Donc nous demandons à ceux qui sont chargés de faire le suivi de se considérer d'abord comme consommateurs et de se considérer comme agents de l'État et par qui l'État, comme les yeux de l'État. Ok. L'œil de l'État, parce que l'État, ça signifie tout l'ensemble de cet appareil, l'ensemble des mesures qu'on prend. C'est ça qui constitue la force de l'État. Si ces gens ne nous aident pas, ça va être très compliqué. Au niveau de la Banque centrale, nous avons dit qu'ils maintiennent avec le ministère de l'économie. Bref, le gouvernement doit maintenir toutes ces mesures prises. De prendre ces mesures. Vous savez, quand les mesures sont bonnes, on va veiller à leur pérennisation pour qu'ils puissent aussi pérenniser l'action et les acquis de cette stabilité du taux d'échange. Très bien. Merci, M. Albert Osochika. Un message à tous les consommateurs, en tant que président des consommateurs de la SCOVI. Oui, pour les consommateurs, nous pouvons dire que les consommateurs peuvent exiger l'affichage des prix, que les prix soient affichés en monnaie locale. Très bien. Alors, nous abordons bien évidemment le deuxième sujet de cette émission, Décrypte Éco sur Ecofin Télévision. Je l'avais dit, RDC, Émirats Arabes Unis, avec la signature des accords globaux après 2 ans de négociations. Vous avez suivi cette semaine. Ça continue encore à faire l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Le chef de l'État lui-même avait fait le déplacement pour assister, n'est-ce pas, à cette signature, notamment avec le commerce, les infrastructures et aussi le mine et la diplomatie. Monsieur Albert, vous avez suivi la signature de ces accords. Comment vous, en tant qu'économiste, vous faites la lecture de ces accords? Et surtout que la RDC, ces derniers temps, est au cœur de signature de beaucoup d'accords, notamment aux États-Unis. Maintenant, nous sommes avec les Émirats Arabes Unis. Vous savez que sur ce plan, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait montre de sa capacité d'homme d'État. Pour remonter la RDC dans un premier temps, sur le plan économique. La RDC n'existait plus sur le plan mondial. Nous étions absents. C'est pas vous. Au moins celui qui ne vivait pas dans ce pays, celui qui vivait dans ce pays, nous étions absents hier. Quand il est arrivé, il a pris le pays dans des conditions très compliquées. Et quand il a commencé, il a pris l'avion, il était devenu pilote. Les gens ont dit il aime voyager. Pourtant, lui a vécu en Europe. Cette fille ne partait pas pour découvrir. Et il n'a pas décroché, n'a pas raccroché pour dire non, les gens ont trop parlé que je fais des voyages, je ne voyage plus. Aujourd'hui, ces voyages ont porté des fruits. Les fruits économiques. Les fruits économiques. Les gens ont compris qu'il n'était pas, le président ne partait pas en tourisme. Il partait négocier avec ces gens, parler avec ces gens, et surtout convaincre ces gens de parler avec eux comme des partenaires. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Il voulait que vous puissiez accepter de collaborer avec moi comme partenaire. Entre partenaires, il y a des choses... Quand il y a des partenaires, c'est ce qu'ils appellent win-win, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Vous avez ça, moi j'ai ça. Vous avez 5, j'ai aussi 5. C'est ça, gagnant-gagnant. Vous gagnez chez moi ça, mais vous me laissez quoi d'abord, ce qui est produit chez moi. Et moi, quand j'amène telle chose chez vous, je gagne quoi? C'est ça, les gagnants-gagnants. Quand vous trouvez que dès qu'on signe les accords, c'est-à-dire chaque partie se retrouve dans les accords, il voit ce qu'il gagne et ce qu'il perd. Bien que ce n'est pas, c'est pas vraiment égal. Non, je vous dis que... Notamment le cas de la République démocratique du Congo et vous savez que nous avons... je parle d'abord dans le domaine minier. Okay. Nous avons des mines d'abord de transformation qu'on ne peut pas exploiter. Exactement. Nous avons des gisements inexploités certains endroits. Motif, nous n'avons pas l'outil de production pour exploiter. Et donc, nous allons habiter sur ces minéraux, sur ces gisements. Des années. On parle seulement scandale géologique, mais ça nous sert à quoi? Il faut mettre en valeur, il faut exploiter. Et aujourd'hui, nous allons signer avec les gens qui ont les outils de production, mais qui n'ont pas ces minéraux chez eux. Vous venez exploiter chez moi, voici mes conditions. Vous exploitez, vous amenez votre outil de production, moi j'amène ma richesse du sous-sol. Vous exploitez, vous gagnerez ça, moi je gagnerai ça.
Dans ce que vous allez gagner, vous mettez ça ici. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la loi minière que nous avons, tout ce que vous exploitez, d'abord vous passez au développement du milieu d'exploitation. Vous devez penser au milieu d'exploitation. Ces gens, quand ils vont venir, ça va d'abord nous aider à résorber le chômage. Nous avons les ingénieurs des mines, nous avons des géologues dans ce pays qui sont chômeurs. C'est que vous saluez. Mais maintenant, quand ces gens arrivent, ils vont engager ces gens. Nous disons, quand vous lisez dans l'histoire là, beaucoup de choses ont dit d'abord la main-d'œuvre congolaise. Sauf là où elle fait défaut en termes de compétences. Là où nous n'avons pas de compétences, amenez vos gens. Mais là où nous avons des compétences, d'abord le Congolais. Si vous avez une entreprise ici, nous mettons à la tête un directeur général congolais. Et le directeur général adjoint peut venir des partenaires. Voilà. Parce que la plupart des choses qu'on faisait ici, quelqu'un arrive, même quand on vient intervenir, la Banque mondiale a amené un projet ici, vous trouverez que 80% de l'argent là, c'est dans les rémunérations. Et on rémunère qui? Les étrangers. Donc l'argent qui devrait bénéficier aux Congolais est consommé ailleurs. Parce que toutes ces personnes, lorsqu'il est payé, l'argent est déposé en banque, rapatrié dans son pays. Et donc le Congolais, le Congo, qui a reçu ce crédit, qui a reçu cette assistance, cet appui de la Banque mondiale, bénéficie absolument rien en réalité. Très bien. Alors, je crois bien que ces mécanismes de suivi doivent être vraiment rigoureux, n'est-ce pas? Surtout le secteur minier que vous avez évoqué. Président Patrice, commerce extérieur, infrastructure, mines et diplomatie. Par exemple, dans le commerce extérieur, à travers ces contrats RDC, Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, c'était le 2 février dernier. Accès du marché émirati avec 600 produits congolais. Objectif 10 milliards de dollars d'ici 2030, infrastructure. Et par exemple la construction de ponts à eau profonde de Banana, Mwanda, ainsi de suite, avec une capacité de 45 000 containers. Comment vous vous sentez en tant que président des consommateurs par rapport à tous ces contrats, tous ces accords? Bon, nous saluons les accords. C'est une bonne chose. Ce qu'il faut faire simplement de notre côté, il faudra que nous puissions, parce que c'est un projet. Dans un projet d'investissement, c'est quand on parle d'un projet d'investissement, c'est à long terme. Ce n'est pas vraiment dans l'immédiat ou bien dans 2 jours que vous aurez des faits positifs, les fruits. Parce que même quand on parle de projet simplement, vous avez avant-projet, vous avez l'étape d'exécution, vous avez aussi l'étape de faisabilité, tout ça. Ça prend du temps. Ce que nous pouvons faire pour profiter de ce que notre ministre honoraire vient de dire, nous devons former les jeunes dans ces domaines-là, dans les domaines miniers. Nous devons avoir des experts. Nous devons aussi former des chercheurs dans ces domaines-là. Parce qu'il faut voir tout ça, parce que c'est dans un temps limité. Lorsque le projet doit prendre fin, il faudra que le projet puisse continuer vraiment avec des Congolais. Pour cela, nous avons besoin de la formation, de la jeunesse, et nous avons aussi besoin de la recherche scientifique dans ces domaines-là. Vous pensez déjà avec tous ces accords entre la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique, entre la République démocratique du Congo et certains pays à travers le monde, la Chine bien évidemment, ainsi que d'autres pays, les Émirats Arabes Unis également. Vous pensez que la RDC, pour le moment, est au cœur à une place de choix. Voilà ce que je voulais dire à travers l'économie de beaucoup de pays à travers le monde. Oui. La RDC a une place de choix parce que vous voyez même dernièrement, vous avez suivi que la RDC, pour le moment, vraiment, tout le monde parle de la RDC. Surtout en ce qui concerne les minéraux tels que cobalt, cuivre, avec l'énergie renouvelable. Tout le monde veut fabriquer des voitures électriques, tout le monde veut avoir des téléphones un peu sophistiqués, tout le monde veut avoir des ordinateurs à la pointe, tout ça. Mais les minéraux, c'est ici en République démocratique du Congo. Donc la RDC doit profiter de ces moments ici pour avoir une place de choix, comme vous venez de dire, dans les concerts des nations. Monsieur Albert, pour le moment, la RDC, à travers son économie nationale, peut se faire une place de choix au niveau
africain et devenir une nation puissante, économiquement. Vous savez que je vous ai dit que si vous lisez les livres de géographie de l'école secondaire, bien 5e, 6e, des années 67, 68, même 95, 96, vous trouverez des statistiques sur le plan agricole, arachide, huile de palme, coton, etc., café, le riz, vous trouvez d'une part, vous trouvez la RDC sortir 6e, premier, 2e, 3e, 4e exportateur, producteur africain. Toujours. Vous avez 80 millions de terres arables. Et vous dites que c'est une mince affaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Un pays sur le plan agricole, il y est. Sur le plan minier, il est là. Ce qui nous manque, c'est simplement la conscience. Si nous prenons nous-mêmes les consciences, que nous devons nous occuper de nous-mêmes, nous sommes forts, nous ne voulons pas manger ailleurs. Je crois que c'est tout le monde qui doit. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que toutes les grandes puissances du monde, les yeux c'est vers la RDC. Et même les guerres qu'on nous fait, on ne fait pas les guerres pour rien. C'est une guerre économique, c'est pour ça que les ministres l'avaient dit. C'est pour ça que tout le monde entier est ici. Préfère la RDC. On a même, certains ont utilisé des voleurs, pays voleurs qui voulaient voler au Congo pour qu'ils puissent acheter. Comment on peut devenir exportateur d'un produit qu'on ne produit pas? Excusez-moi la tautologie. Vous êtes exportateur d'un produit que vous ne produisez pas vous-même. Ça veut dire quoi? Alors cette fois-ci, donc il y a eu des commissionnaires, la guerre, il faut faire la guerre à l'RDC, ça fait 30 ans, comme ça on vole, le cobalt, on vole les choses, parce que les gens sont distraits sur le plan de la guerre. On va utiliser, on va nous diviser en parlant, il y a même ces gens qui sont tombés très bas en parlant en termes de division basée sur les langues. Oh, les soilophones, les Luba, les Congo, tout ça. Et tout ça, c'est une chose, à la recherche de matières premières. Lorsqu'on est à court d'arguments, les politiciens congolais se rabattent sur le plan tribal. C'est le tribalisme qu'ils utilisent pour qu'ils puissent... Et pourtant, j'ai été surpris un jour que je venais de chez moi, lors qu'on avait pris, comment on appelle, Goma à l'époque, parle toujours les M23 à l'époque. Je trouve ma fille, une fille de 7 ans à l'époque, en train de pleurer. Elle me dit, on a tué nos frères. Je dis, quel frère? Je dis, qui est moi finalement? Ma fille me dit, non, mais on a pris Goma, on a tué nos frères. Une fille de 7 ans appelle les habitants de Goma ses frères. Et vous parlez encore d'unité nationale dans ce pays? Vous parlez encore de tribalisme dans ce pays? Une fille de 7 ans appelle quelqu'un de Goma que mes frères. Vous avez suivi... Ça signifie... Les politiciens qui utilisent le tribalisme, qui utilisent les choses là, c'est parce qu'ils sont en cours d'arguments. Justement. Et nous, population, nous devons être très attentifs de ce côté-là. Vous avez suivi le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui l'a dit lors de la célébration de la journée dédiée, n'est-ce pas, un an après la chute de la province du Nord Kivu, qui l'a dit, cette guerre est vraiment économique. Dans sa communication, dans son speech, il est revenu sur ces aspects économiques. Et par rapport à cette guerre, elle est économique parce que les richesses de la République démocratique du Congo sont au centre de tout ça. Alors, pour bien évidemment terminer cette émission, Décrypte, n'est-ce pas, là, on était en train de parler de ces accords avec les Émirats arabes unis, les accords de partenariat économique et global signés la semaine dernière. Alors, Monsieur Patrick, vous l'avez dit, il y a tout un travail, il y a toute une étude qui doit être faite. Vous ne pensez pas que c'est aujourd'hui ou demain que la population, les consommateurs que nous sommes, peuvent sentir le retombée économique de tous ces accords aujourd'hui? Les retombées économiques seront senties, mais ce qu'on peut dire, en ce qui concerne le développement économique, il n'y a pas de magie possible, qu'il faut travailler. Donc nous devons travailler durement pour que nous puissions nous positionner sur le plan africain, même sur le plan mondial. Donc il n'y a que le travail. Le développement, c'est, quand vous lisez certains auteurs, ils vont vous dire que le développement c'est immatériel. C'est-à-dire nous devons mettre notre intelligence en œuvre et développer nos compétences pour travailler durement, pour profiter de tout ce que Dieu a mis
à notre disposition. Très bien. Alors, nous terminons cette émission Décrypte Éco. Monsieur Albert, un dernier mot. Nous demanderons à tous les opérateurs économiques, à tous les Congolais qui ont des moyens, de rapatrier ces moyens. Qu'ils prennent tout ce qu'ils ont mis à l'étranger, qu'ils viennent investir, qu'ils achètent les outils de production, qu'ils trichent les technologies ailleurs, qu'ils ramènent ça au pays, que nous puissions commencer à transformer beaucoup de nos produits ici. Très bien. Que nous puissions aussi avoir à exporter avant d'aller à l'étranger. Comme vous, à l'époque, vous aviez une usine de Parce que quand on vous dit, par exemple, que tel a détourné au Congo, si vous vérifiez dans toutes les banques qui fonctionnent au Congo, ce monsieur-là n'a même pas 100 000 $ en compte. Mais il a détourné, il a mis ça où? Il les amène à l'étranger. Nous demandons à ce que l'État puisse ouvrir les yeux de ce côté-là et qu'il puisse frapper fort pour que les Congolais, d'abord pour des raisons de patriotisme, les Congolais doivent ramener tout ce qu'ils ont à l'étranger, qu'ils amènent au pays, qui nous amènent les outils de production. Nous pouvons produire du jus ici, parce qu'ils aiment les jus consommés. Nous pouvons consommer la canangala. Avec l'ananas de canangala, vous savez comment il est séculant. Alors, si vous amenez les choses, vous pouvez produire du jus et exporter. Donc, nous demandons à ce que les opérateurs économiques, l'État congolais a facilité, le gouvernement a facilité aux opérateurs économiques la création des entreprises en un jour. S'ils ont des problèmes, on vient de dire l'OBA, le ministère de l'économie a mis l'application l'OBA. L'OBA. Donc, vous pouvez formuler. Il y a aussi vos réclamations. Il y a aussi les FOGEC qui a... Parce que ce n'était pas à l'époque où on n'avait pas comment faire arriver au gouvernant les plaintes. Maintenant, on a parlé de l'OBA. Cette application, oui. Ça tombe sur le table du ministre. Et puis, on analyse, vous avez une suite. Et le gouvernement a des solutions à prendre. Merci, M. Albert Osochika. Dans 10 secondes, M. Patrice, et on termine cette émission. Je dis merci à vous pour l'invitation. J'encourage le gouvernement à aller toujours de l'avant. Et je demande aussi aux consommateurs d'avoir confiance au gouvernement. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, qui avez suivi cette émission Décrypte Éco sur l'Ecofin Télévision, la chaîne qui est au centre de l'actualité économique et financière à travers la République démocratique du Congo. Merci à M. Albert Osochika Balekele-Nanké, économiste de formation, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Merci également à M. Patrice Moussoko Mbouyi, le président de la SCOVI de la République démocratique du Congo, l'association des consommateurs de produits vivriers, et surtout à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Avec le même plaisir, on va vous retrouver très prochainement pour d'autres événements d'actualité à travers la République démocratique du Congo. Au revoir.